le triangle des Bermudes. Alors que vous pourriez le considérer comme une zone parfaitement triangulaire entre Porto Rico, la Floride et les Bermudes, le soi-disant triangle du diable est tout sauf clairement défini. Depuis des décennies, cette étendue de près d'un demi-million de miles carrés d'océan a été créditée avec certains des plus grands mystères de l'histoire moderne. Qui est à blâmer pour ces disparitions? Est-ce qu'une accumulation de bulles de méthane a été à l'origine l'explosion d'un bateau de 540 pieds? Ou était-ce quelque chose de plus sinistre et plus vivant, émergeant de l'eau? Un cyclone a-t-il détruit une flotte de bombardiers de la marine? Ou pourrait-on blâmer un trou de verre? Les théories vont du pratique à l'extraterrestre. Et bien que les scientifiques aient une nouvelle théorie qui dément les hypothèses sur les extraterrestres ou la cité perdue de l'Atlantide, tous les détails que nous ne connaissons pas rendent tentant de voir une part de vérité dans la façon dont ces théories sont apparues. Nous savons ce qui a disparu, et pour la plupart des cas, quand cela s'est produit. Cependant, où, pourquoi et comment demeurent sans réponse alors que de plus en plus de navires se dirigent vers l'horizon bleu et ne reviennent jamais. Les secrets détenus dans les eaux agitées et les cieux indisciplinés du triangle ont échappé aux scientifiques pendant des années. Beaucoup des épaves et des navires perdus en mer n'ont pas encore été récupérés, ce qui n'est pas surprenant compte tenu des profondeurs vraiment stupéfiantes que le plancher océanique atteint à ce niveau. Prenez par exemple la fosse de Porto Rico au point le plus au sud du triangle. À 8400 mètres sous le niveau de la mer, dans la croûte terrestre, il n'y a même pas autant de navires capables de descendre et d'explorer l'immense obscurité inconnue. Toutefois, avec l'avancement technologique, nous commençons à mieux comprendre l'univers sous-marin du triangle des Bermudes. Les histoires d'aventure et d'exploration ont toujours captivé et continueront toujours à captiver l'imagination humaine. Nous anticipons que les histoires aient des fins logiques, mais lorsque les faits ne correspondent pas, nos esprits vont errer dans des lieux fantastiques. Ainsi, lorsque 50 navires et 20 avions ont mystérieusement disparu au sein de ces limites, le mythe du triangle des Bermudes trouva une vie propre là où tant d'autres avaient perdu la leur. Aujourd'hui, les mythes ont été démystifiés par une théorie exceptionnelle. Mais avec d'innombrables navires et explorateurs toujours perdus en mer, peut-être y a-t-il une chance que la découverte de plus de preuves pourrait montrer que le triangle des Bermudes recèle plus de secrets que nous n'aurions jamais pu imaginer. Alors, creusons certaines des histoires les plus fascinantes de navires disparus. Mais d'abord, nous devons définir l'emplacement et l'existence du triangle, car ce n'est pas aussi clair que vous pourriez le penser. Nous savons qu'il n'y a pas de repères concrets qui définissent véritablement le triangle des Bermudes. Situé approximativement entre Miami, Porto Rico et les Bermudes, les eaux du triangle attirent les touristes, les navires de transport et les personnes faisant la navette entre différents lieux. La première mention du triangle des Bermudes a été faite dans une édition de 1964 du magazine Argosy, un magazine de science-fiction culte connu pour ses histoires d'aventures sauvages et ses réflexions sur les extraterrestres. Vincent H. Gaddis commence son article intitulé « Le triangle des Bermudes mortelles », avec une question fatidique qui allait définir la région pour les décennies à venir. Qu'est-ce qui fait que cette région particulière du monde a détruit des centaines de navires et d'avions sans laisser de traces? C'était la première fois que quelqu'un reliait les accidents apparemment sans lien et les attribuait à quelque chose de mystérieux. Alors que des mythes circulaient autour des disparitions et des navires non récupérés, l'idée que des dizaines d'engins pilotés aient disparu sans laisser de traces dans la même région était immédiatement déconcertante. À partir de ce moment-là, toute tragédie ou activité météorologique douteuse a été attribuée aux forces mystérieuses à l'œuvre dans le triangle des Bermudes. Mais l'essor du mythe du triangle des Bermudes a coïncidé avec quelques inventions clés qui ont rendu possible la diffusion de théories. Une grande contribution à l'intérêt pour l'Atlantique a coïncidé avec les progrès dans la technologie de capture d'images dans les années 1950. La première image de la Terre a été capturée depuis un satellite en 1959. Elle n'avait pas le même niveau de détail auquel nous pourrions être habitués aujourd'hui, et elle frôle un peu l'abstrait. Mais la capacité de capturer des images de la Terre depuis l'espace a assuré une nouvelle génération d'exploration maritime. Avec une meilleure technologie de capture d'images depuis l'espace, la vue d'oiseaux des humains sur la mer a aidé à peindre une image plus claire des zones précédemment inexplorées. De plus, les météorologues avaient accès à des preuves de systèmes de tempêtes et de modèles météorologiques de manière que nous n'aurions pas pu imaginer auparavant. Ces découvertes ont changé et remis en question les théories avancées sur le triangle des Bermudes. Mais avant que nous puissions tenter de démystifier ces mystères, nous devons comprendre le contexte entourant ces théories. Les téléviseurs avaient été introduits au public dans les années 1930, mais il a fallu attendre la fin des années 40 pour qu'ils deviennent courants dans certaines nations. Bien que les animateurs radio utilisaient des récits colorés,
L'avènement de la télévision a ajouté un élément visuel à l'actualité, donnant aux téléspectateurs l'impression d'être directement sur les lieux des événements. Des événements qui se déroulaient de l'autre côté du monde pouvaient être visualisés dans votre salon, facilitant ainsi l'imagination de parties du monde où ils n'étaient jamais allés. Mais quand quelque chose se passait et qu'il n'y avait pas d'image, pas de vidéo, pas d'enregistrement auquel se raccrocher, beaucoup de gens ressentaient le besoin d'inventer une explication aux bateaux et avions qui avaient disparu. L'article de Vincent Gaddis n'était pas la première fois qu'une personne observait la mer des Sargasses et imaginait qu'une force puissante était à l'œuvre. Mais son récit a suscité un tourbillon d'intérêt pour les CA des avions perdus et des navires fantômes qu'il avait mentionnés. Intéressant. Cependant, il n'avait proposé aucune théorie sur ceux qui auraient pu être à l'origine de l'activité dans le triangle. Mais en lui donnant un nom et en exploitant la curiosité innée des humains pour comprendre le comment, quand et où des histoires que nous entendons, Gaddis a ouvert les vannes pour que la culture populaire capitalise sur le mystère de la mer. Les théories qui ont suivi ont instillé la peur chez beaucoup, mais semblent captiver à peu près tous ceux qui les ont rencontrés. Alors examinons de près plusieurs de ces mystères. Les bateaux ont navigué sur les eaux entre les Bermudes, la Floride et Porto Rico depuis des siècles, voire des millénaires. On estime que les personnes connues sous le nom de Lucaïens utilisèrent des bateaux pour sauter d'île en île dans l'archipel des Bahamas il y a 1000 ans. Cela étant dit, il est impossible de dire combien de bateaux ont coulé dans l'Atlantique depuis que les humains ont commencé à naviguer sur ces eaux. Ce n'est en aucun cas un phénomène moderne. Mais en utilisant le récit de Gaddis sur le mystère du triangle des Bermudes pour guider notre enquête, les disparitions sur l'eau ont connu une augmentation à partir de la fin des années 1800. Commençons par le HMS Atalanta, une frégate navale de 26 canons. Le navire avait vu de l'action dans les îles Cocos dans l'océan Indien avant de se diriger vers le triangle des Bermudes. Initialement nommé le HMS Juno, l'Atalanta était venu dans la région pour servir de navire d'entraînement. En 1879, l'Atalanta a pris la mer avec un équipage de 280 personnes sur ses ponts. Les registres indiquent que le navire a fait escale aux Bermudes lors de sa 3e expédition d'entraînement. Une épidémie de fièvre jaune a touché l'équipage. Le capitaine François Sterling a donc accéléré le retour à Portsmouth avec un planning serré, destination qu'ils n'atteindraient jamais. Ils ont quitté les Bermudes fin janvier avec l'intention d'arriver chez eux en avril. Après un événement mystérieux en mer, tous les 280 ont été présumés perdus et déclarés morts en juin 1880. La disparition sans trace d'un bateau de cette taille était également inimaginable. Des théories ont vu le jour sur des vagues scélérates de plusieurs centaines de pieds. Les pensées au sujet de Kraken de Jules Verne ont émergé. Alors que la science-fiction dominait le monde littéraire à l'époque, une tragédie réelle impliquant des centaines de vies perdues rendait le fantastique étrangement possible. Alors que les rumeurs auraient pu s'arrêter là et se fondre dans une conclusion décevante que les hommes étaient perdus en mer, de plus en plus d'incidents ont surgi peu de temps après et ont rendu cette conclusion simple mais insatisfaisante plus difficile à soutenir. Mais la prochaine histoire est sûre de vous donner des frissons dans le dos. Juste un an plus tard, en 1881, peut-être la rencontre la plus mystérieuse jamais enregistrée dans le triangle a eu lieu. Une goélette de 210 pieds, l'Helen Austin, a pris sa route habituelle de Liverpool à New York. Après plusieurs semaines de navigation, le capitaine Griffon de l'Helen Austin a dévié de sa route et s'est retrouvé dans les eaux agitées de la mer des Sargasses, bien loin de son parcours initial. Ce détour a amené son équipage à repérer un autre bateau qui semblait naviguer sans objectif. Poussé par la curiosité, l'Helen Austin s'est approché du navire pour découvrir que celui-ci avait été entièrement abandonné, bien que sa cargaison et ses quartiers de l'équipage étaient intacts. Le capitaine Griffon a ordonné à certains de ses hommes de monter à bord du bateau mystère afin que les deux bateaux puissent poursuivre le reste du voyage en tandem. Une fois le bateau de retour à New York, sa cargaison pourrait être déchargée, et peut-être pourrait-il l'explorer pour trouver des preuves de ce qui est arrivé à son équipage. Alors que les navires prenaient la mer, une tempête soudaine les a séparés, un phénomène pas rare avec des bateaux de cette taille en mer agitée. Après l'apaisement des nuages, le capitaine Griffon a repéré et rapproché l'autre bateau. Une fois de plus, il a trouvé le bateau abandonné. Cette fois, les membres de l'équipage avaient disparu sans laisser de traces. Par peur que remettre le navire en service ne soit une condamnation à mort pour son équipage, le capitaine Griffon a abandonné le navire et s'est précipité vers New York, laissant le bateau qui semblait dévorer les humains face à l'horizon. Mais même un bateau dévorant des humains ne pouvait rivaliser avec ce qui est devenu connu comme la plus grande perte de vie dans l'histoire de la marine américaine, sans impliquer de combat, même à ce jour. Avançons d'environ 30 ans à 1918.
La Première Guerre mondiale faisait rage en Europe et les nations des Caraïbes étaient secouées par la grippe espagnole, causant plus de 100 000 décès. Des émeutes raciales éclataient partout aux États-Unis, tandis que les femmes s'étaient sur le point de gagner le droit de vote. En somme, les gros titres du monde entier étaient saturés de nouveaux d'événements historiques sans précédent. Mais lorsque 306 membres d'équipage et passagers ont disparu à bord de l'USS Cyclops, c'était un grand moment. Avec le lieutenant-commandant J.W. Worley à la barre, ce bateau de 550 pieds de long a disparu sans laisser de traces. Le navire avait joué un rôle important dans la Première Guerre mondiale, transportant du charbon vers des navires partout. En mars 1918, l'USS Cyclops était chargé de 11 000 tonnes de minerais de manganèse à transporter de Rio de Janeiro aux États-Unis. Le navire a fait une escale imprévue à la Barbade, son dernier emplacement connu. Avec 1800 milles nautiques jusqu'à leur destination, l'USS Cyclops a pris la mer mais n'a plus jamais été vu ni entendu. Le dernier message de l'équipage disait qu'il faisait beau, que tout allait bien. Pas même un message SOS de l'équipage expérimenté de marins de la marine n'a été envoyé. L'USS Cyclops, peut-être en partie à cause de son nom mythologique, a suscité des théories au sujet de la cité perdue de l'Atlantide. L'écrivain Charles Berlitz a d'abord proposé que l'Atlantide avait été engloutie dans le triangle des Bermudes et que la cité perdue était devenue un centre d'activité paranormale. Les âmes fantomatiques perdues en mer cherchaient-elles de la compagnie? Ou peut-être que l'USS Cyclops a heurté une tour sous-marine, ces débris devenant une partie d'un paysage urbain non découvert. D'autres se sont demandé si le manganèse dans la cargaison aurait pu exploser ou si un sous-marin allemand se cachait discrètement parmi les vagues avant de faire couler le navire charbonnier. Peut-être était-ce une mutinerie ratée aboutissant à la perte de tous. Une autre théorie un peu plus ancrée dans la science concerne les bulles de méthane. Les dépôts sous-marins de méthane solide remontent parfois à la surface sous forme de bulles. Quand il s'agit d'une seule bulle, elle fait peu de dégâts, mais certains ont théorisé sur des éruptions sous-marines semblables à une éruption volcanique. Il y a beaucoup de hasard quant à la position d'une bulle par rapport à la barre d'un navire, mais l'idée que le gaz venant du fond soit suffisant pour couler un navire de 500 pieds vous fait réfléchir 2 fois avant de prendre la mer dans le triangle des Bermudes. Et comme nous allons le découvrir, ceux qui volent en avion ont eu des expériences tout aussi mystérieuses que leurs homologues en bateau. Mais avant de pouvoir regarder vers le ciel, nous avons encore un phénomène nautique à explorer. Les insaisissables navires fantômes. D'innombrables navires se sont aventurés sur les eaux du triangle et sont revenus à terre sans échec. Mais le fait demeure qu'il y a de nombreuses épaves au fond de l'océan. Il y a une raison pour laquelle la zone autour des Bermudes a même été appelée la capitale mondiale des naufrages. Les épaves tous étaient... C'était la plus notable solution entre Bermudes dans sa tempête en temps. Leur terre dernière mythe de repos sous un mourir à cause de batailles, de collisions avec des récifs. Mais tragiquement, tous les navires disparus ne sont pas retrouvés, comme le montrent les mystères autour du HMS Atalanta de l'Helen Austin et de l'USS Cyclops. Comme le navire vide rencontré par l'équipage de l'Helen Austin, les navires fantômes ne sont pas si rares dans le triangle des Bermudes. Alors que toutes les disparitions se terminent probablement par le même sort sous-marin pour les passagers et les bateaux, les navires fantômes sont des navires récupérés sans aucune trace de l'équipage qui les a manœuvrés. Le mystère autour d'eux semble s'intensifier comparé aux disparitions ordinaires. Par conséquent, les théories tentant d'expliquer ce qui s'est passé semblent également s'intensifier, comme vous le verrez dans la prochaine histoire. En avançant de seulement 3 ans depuis que le USS Cyclops a disparu, dirigeons-nous vers les eaux à l'est de la Caroline du Nord. Le Carroll A. Deering était en route de la Barbade vers Norfolk en Virginie, en direction du nord. Une goélette à 5 mâts, le navire était pourvu d'un équipage de 10 ou 11 personnes. Le 31 janvier 1921, depuis le phare du Cap Hatteras, la garde côtière a repéré le navire. Pour citer un témoin comme un Hollandais volant, la goélette à 5 mâts, Carroll A. Deering, est apparue à travers la brume autour des Diamond Shoals aujourd'hui, toute voile déployée mais sans équipage. Vraiment un navire fantôme volant sur les eaux. Au moment où le navire a atteint les Diamond Shoals, une topographie en constante évolution de bancs de sable au large des Outer Banks, le Carroll A. Deering était irréparable. La garde côtière a découvert que le navire avait été complètement abandonné en se rendant à l'épave. D'après les rapports, les voiles s'étaient encore hissées, et des aliments préparés mais intacts étaient point présents lors de leur abandon. Il n'y avait aucun signe évident de lutte, d'attaque ou de mutinerie. Juste 2 jours avant l'échouement du Deering, le navire était passé près du navire phare de Cape Lookout.
Alors que les deux bateaux se croisaient, un membre de l'équipage du Deering a crié qu'ils avaient perdu les deux ancres, mais sinon tout allait bien. Comment les choses ont-elles pu évoluer si rapidement? Le navire a-t-il été attaqué par des pirates? Y a-t-il eu une mutinerie? Si c'est le cas, pourquoi aurait-il abandonné un navire parfaitement bon et bien approvisionné? 3 mois plus tard, un homme nommé Christophe Colongray a trouvé un message dans une bouteille le long du littoral de la Caroline du Nord. Le message disait « Deering capturé par un navire à combustion d'huile », enlevant tout et menottant l'équipage. L'équipage se cache partout sur le navire, mais aucune chance de s'échapper. Cet indice majeur a suscité encore plus de théories. Le département d'État a lancé une enquête officielle, essayant de découvrir si un groupe de pirates était vraiment à blâmer. On s'est interrogé si la disparition de l'équipage était liée à la politique de l'époque. Les rumeurs d'une implication russe dans la disparition de l'équipage se sont intensifiées. Un journal a rapporté qu'une recherche mondiale était en cours pour l'équipage du Deering. Il a théorisé que l'équipage était supposé être des prisonniers russes qui avaient été kidnappés et escortés hors du bateau. Il se trouve que le message dans la bouteille était un canular. L'homme qui l'avait soi-disant découvert l'avait écrit. Impatient de faire renvoyer quelqu'un du phare de Cap Hatteras et de prendre son poste, Gray a fabriqué le seul indice de l'enquête. Alors que la recherche mondiale s'est essoufflée, de nouvelles théories étranges sur les enlèvements par des extraterrestres ont émergé. Et la ferveur entourant les navires disparus a même trouvé sa place dans l'un des films d'un des réalisateurs les plus célèbres au monde. La disparition qui a attiré le plus de théories sur les enlèvements par des extraterrestres était celle du navire à vapeur Cotopaxi. Le film de Steven Spielberg de 1977, Rencontre du troisième type, met en scène le Cotopaxi. Spielberg fait découvrir à ses personnages l'épave du Cotopaxi dans un endroit des plus inhabituels, le désert de Gobi. Le film s'appuie sur la théorie selon laquelle le Cotopaxi a été englouti par le triangle des Bermudes, puis aspiré de nouveau par des extraterrestres. Le Cotopaxi a-t-il été enlevé par des extraterrestres? Examinons la nature de sa disparition. Le SS Cotopaxi était un navire à vapeur chargé d'une cargaison de 3800 tonnes de charbon. Son trajet était de Charleston à la Havane, et il avait 32 membres d'équipage à bord pour guider son chemin. Le Cotopaxi a quitté le port le 29 novembre 1925 et aurait rencontré une tempête tropicale 2 jours plus tard. Ensuite, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Selon la société de presse, l'équipage a signalé que le Cotopaxi avait de l'eau dans sa coque et gîtait gravement. Avant de disparaître totalement, des signaux de détresse ont été envoyés, mais de toute évidence, personne n'a pu agir à temps. La plupart des intrigues entourant le Cotopaxi ne proviennent pas de sa disparition, mais plutôt de la multitude de théories que les gens ont élaborées pour expliquer la disparition de 32 personnes. En plus des rencontres extraterrestres que Spielberg a illustrées dans son film, des gens ont affirmé que le SS Cotopaxi était devenu un navire fantôme. En fait, quelques rumeurs en ligne ont circulé sur plusieurs sites web dans les années 2010 selon lesquelles le Cotopaxi avait été aperçu flottant sur l'eau. Soi-disant, des membres de la garde côtière cubaine ont repéré un navire sans équipage se dirigeant vers l'île et sont allés l'intercepter. 90 ans après sa disparition, c'était stupéfiant. Comment le navire à vapeur avait-il réussi à rester à flot pendant tant d'années? Et s'il était si navigable, où était son équipage? Peut-être que la seule chose plus inquiétante que de trouver un bateau entièrement abandonné dans l'océan est d'en trouver un avec un seul être vivant à bord, un chien. Et c'est exactement ce qui s'est passé lorsque le Rubicon a été trouvé flottant dans le triangle des Bermudes. Bien que la technologie nautique d'aujourd'hui puisse rendre de nombreux aspects de la navigation conviviaux, et que certains voiliers aient même des voiles automatisées, en 1944, les chiens ne pouvaient pas manœuvrer des bateaux, et ils ne le peuvent toujours pas aujourd'hui non plus. Alors que des années de guerre sous-marine et de batailles navales prenèrent fin, les journaux ont rapporté qu'un navire avait été trouvé dans le Gulf Stream sans équipage. Trouvé échoué à 200 miles au large de la côte de la Havane, le navire a été remorqué jusqu'à Miami pour être récupéré. Toutefois, à l'arrivée d'un remorqueur, ils ont découvert quelqu'un à bord. Selon le journal Argus, seul un chien a été trouvé à bord du Rubicon. La dernière entrée dans son journal de bord a été faite le 26 septembre, lorsqu'elle est entrée à la Havane. Bien qu'il y ait eu un témoin de CE qui s'est passé sur les ponts du Rubicon, personne ne pouvait demander au seul survivant ce qui est arrivé à l'équipage du Rubicon. Un autre CA d'intervention extraterrestre? Peut-être que le chien s'est caché à l'endroit parfait, ou que les extraterrestres avaient leurs yeux fixés sur les humains en particulier. Le mauvais temps avait-il fait tomber l'équipage de leur poste dans la mer?
Il se peut que l'équipage ait risqué une mutinerie, provoquant une bataille qui a éliminé tout le monde. Ou quelque chose dans les eaux du triangle des Bermudes avait-il conduit les humains à la folie? Les scientifiques pensent avoir une réponse logique à ce phénomène, ainsi qu'aux autres disparitions. Cependant, nous devons d'abord examiner l'autre sujet majeur concernant le triangle des Bermudes, les avions. Le triangle des Bermudes n'a pas de vendetta contre Les navires seulement. Alors que le voyage en avion devenait de plus en plus populaire à la fois pour les opérations militaires et les loisirs, les cas d'avions disparus dans le triangle des Bermudes ont augmenté en tandem. Juste un peu plus d'un an après que le Rubicon a été remorqué jusqu'au port, sans équipage et sans explication, l'une des disparitions les plus notoires dans le triangle des Bermudes a eu lieu. Connue sous le nom de Vol 19, une mission d'entraînement, le 5 décembre 1945, a vu 5 bombardiers torpilleurs TBM Avenger voler vers l'est au-dessus de l'Atlantique pour un volume de routine et ne jamais revenir. L'escadron d'avions de la marine américaine devait voler en formation triangulaire partant vers l'est de la station aérienne navale de Fort Lauderdale pour 141 miles, puis vers le nord pour 73 miles, et enfin revenir pour une dernière étape de 140 miles pour terminer l'exercice. La dernière position connue du vol 19 était à 75 miles au nord-est de Cacao en Floride. Lorsqu'ils ont décollé, chaque avion avait assez de carburant pour 5 heures et demie de volume. Le volume était prévu pour durer 3 heures et 13 minutes. Lorsqu'ils ont donné leur position pour la dernière fois, chaque avion avait un peu plus d'1 heure de carburant restant. Les registres indiquent qu'à ce moment-là, le temps s'est aggravé au-dessus de la mer des Sargasses et les conditions maritimes se sont intensifiées. L'aéroport de Miami a signalé une grande zone de turbulence se développant à partir d'une tempête faisant rage sur la Géorgie. Au moment où la nuit est tombée, la tempête s'était déplacée vers la région de Miami, créant des rafales sur la mer et générant des vents de 40 miles par heure à une élévation de 1000 pieds. Supposons que des vents de 75 miles par heure montèrent jusqu'à 8000 pieds. Lorsqu'ils ont réalisé que les avions étaient remanquants, la station navale a déployé plusieurs d'avions pour rechercher les aéronefs disparus. Un hydravion PBM Mariner a décollé de la Nasbanana River au nord de Fort Lauderdale, avec 13 hommes à bord. Ajoutant du sel à la plaie d'une journée déjà tragique, cet avion de secours n'est également jamais revenu à la base. Ce jour-là, un total de 27 hommes ont été perdus soit en mer, soit dans le ciel. En examinant les appels radio entre les aviateurs et la base ce jour-là, il semblait que les pilotes chevronnés s'étaient perdus au-dessus de l'océan. Un appel radio inaudible a signalé des divergences entre les lectures de boussole de l'équipage et l'itinéraire qu'ils étaient censés suivre. De fortes rafales les avaient déviés de leur trajectoire, et l'équipage peinait à déterminer où ils se trouvaient. Comme la navigation en mer, le voyage aérien dépendait fortement de l'utilisation de boussoles pour déterminer la bonne direction de voyage et comment trouver une localisation en fonction de la proximité des repères. Mais une théorie dominante sur la fréquence des accidents dans le triangle des Bermudes a à voir avec son emplacement le long d'une ligne agonique. Une ligne longitudinale où il n'est pas nécessaire de compenser la variation de la boussole magnétique. C'est l'un des 2 endroits au monde où le nord vrai et le nord magnétique sont parfaitement alignés, et où la variation de la boussole n'a pas besoin d'être prise en compte. Lorsque vous voyagez à la vitesse d'un navire, vous n'avez que peu de temps pour vérifier et revérifier vos calculs de navigation pour compenser cette anomalie cartographique. Mais pour les pilotes qui voyagent à plus de 200 miles par heure, tout en dirigeant activement, les calculs doivent être rapides et précis pour rester sur la bonne voie. Les complications de la ligne agonique sur les boussoles contribuent certainement aux accidents en mer. Le champ magnétique sous le triangle des Bermudes a été attribué comme la cause de confusion pour les pilotes et les marins. Mais la géographie de la zone crée également des marqueurs visuels déroutants. Du ciel, les nombreuses îles au large de la Floride, des Bahamas et des Caraïbes, d'une façon générale, rendent la navigation déroutante pour les personnes déterminant leur position et leur proximité avec les amas de terre qu'elles repèrent, ce qui aurait pu jouer un rôle dans l'histoire suivante. Un autre avion a disparu en 1954. Le vol 441 était un Super Constellation américain, également connu sous le nom de R-7TV1. Connu pour sa capacité à traverser l'Atlantique en un peu plus de 8 heures, cet avion de transport effectuait régulièrement des voyages intercontinentaux. Mais lorsqu'il a volé le 30 octobre depuis la station aérienne navale de Patuxent dans le Maryland jusqu'à l'âge aux Açores, les 42 personnes à bord, y compris des officiers de la marine et leurs familles, ont tout simplement disparu. Son décollage a été normal et il a communiqué normalement pendant les 400 premières miles de son voyage. Puis il est devenu silencieux. Après une recherche de 5 jours,
Pas un seul débris n'a été récupéré et la recherche a dû être suspendue en raison du mauvais temps. L'avion était en bon état, le temps était clair et le lieutenant Léonard, pilote expérimenté, connaissait l'itinéraire depuis 2 ans. L'avion était équipé d'un radar météorologique et aurait pu être en contact à l'avance si quelque chose avait été détecté. Le Conseil d'aviation de la Marine a indiqué qu'une défaillance structurelle aurait pu être une possibilité, mais la probabilité était très faible. Avec une cargaison de gilets de sauvetage, de combinaisons d'exposition et de radeaux de sauvetage, si l'avion avait explosé, les équipes de recherche auraient repéré certains des débris. Mais pas un morceau de métal ou toute autre indication que l'avion ait été en contact avec l'eau n'a été trouvé. Des théories scientifiques pourraient expliquer la disparition. Peut-être qu'un phénomène météorologique exceptionnel comme une bombe aérienne était en cause. Les scientifiques ont récemment inventé le terme de bombe aérienne sortant de nuages hexagonaux formés au-dessus de l'océan Atlantique. Ces nuages peuvent libérer des rafales d'air qui frappent l'océan à des vitesses de plus de 170 miles par heure. Ceci pourrait facilement envoyer un avion plongé dans l'océan ou générer une vague capable de couler un navire. L'une des disparitions les plus récentes liées au triangle des Bermudes a eu lieu en 2017. Lorsque 4 personnes à bord d'un avion MU-2B ont disparu lors d'un voyage de Porto Rico à Titusville en Floride. Environ 3 heures après le début du volume, le contrôle aérien de Miami a perdu le contact avec l'avion à une altitude de 24 000 pieds, alors qu'il se déplaçait à une vitesse de 345 miles par heure. Aucun mauvais temps n'a été signalé à ce moment-là. Le MU-2B a également disparu du radar. Le lendemain, une recherche a été lancée et la garde côtière a fouillé 8200 miles d'océan. Mais cette histoire a plus de résolution que les autres. Contrairement à beaucoup des disparitions précédentes, des débris du MU-2B ont été récupérés de son crash à 15 miles à l'est d'Eleuthera des Bahamas. Compte tenu des capacités de recherche et de sauvetage améliorées des gardes-côtes d'aujourd'hui, avec de meilleurs signaux satellites et des dispositifs d'enregistrement de données requis dans les avions, la technologie nous a donné une meilleure compréhension de ce qui est arrivé à un avion qui a suivi l'exemple des autres avions ayant disparu dans le triangle des Bermudes avant lui. Si la recherche avait été mobilisée quelques heures plus tard, il est possible qu'aucun débris n'aurait été récupéré. Et le mystère du MU-2B aurait pu entrer dans l'infamie comme faisant partie de la légende du triangle des Bermudes au lieu de révéler la vérité selon laquelle il a coulé dans la mer. Mais comme nous l'avons vu, les développements futurs ont changé le récit, soulevant la question de savoir si nous devrions craindre le triangle aujourd'hui autant que nous l'avons fait dans le passé. Mais d'abord, appliquons les découvertes modernes au passé et voyons s'il n'y a pas une explication plus simple à certaines des théories que nous avons explorées. Des bateaux, des avions et des centaines d'êtres humains ont disparu dans le triangle des Bermudes. Des théories sur ce qui s'est passé ont circulé après les disparitions. Mais nous connaissons tous l'expression « avec le recul, tout est plus clair ». Et avec les avancées d'aujourd'hui dans le suivi des modèles météorologiques, l'étude des sites archéologiques et la prédiction statistique des accidents, la plupart des théories concernant les célèbres accidents du triangle des Bermudes ont été réfutées. Revenons en arrière et examinons ce qui a vraiment pu se passer dans chacun de ces tragiques accidents. L'Atalanta, pour qu'un si grand navire et son équipage disparaissent, les gens pensaient que cela devait être un animal immense ou un acte massif de la nature. Un ancien membre de l'équipage de l'Atalanta, qui a été épargné de sa fin malheureuse au fond de la mer, a affirmé que le HMS Atalanta était régulièrement chargé avec trop de cargaison. Il a affirmé avoir vu le navire rouler au-delà de 32 degrés par mauvais temps à cause de la charge lourde. Mettez un équipage inexpérimenté en mission d'entraînement avec un moral bas à cause d'une maladie rampante. Et vous avez une recette pour l'erreur humaine et un navire coulé. La rencontre d'Helen Austen. Est-ce que cela s'est vraiment passé? Le jury est incertain quant à la réalité de cette rencontre avec le navire mystère. Lloyd's of London, une compagnie d'assurance anglaise, a conservé des registres précis de tous les navires disparus pour régler les demandes d'assurance. Les registres de navires disparus enregistraient les allées et arrivées des navires et de nombreuses disparitions sont consignées. La compagnie d'assurance a commenté le CA de l'Helen Austen et a déclaré que son voyage s'est déroulé sans incident et qu'aucun navire disparu correspondant à la description n'aurait été dans la zone à ce moment-là. Le USS Cyclops. Peut-être le cas le plus mystérieux. L'absence de communication d'urgence laisse supposer qu'un événement rapide et débilitant est arrivé au navire. Un officier qui a débarqué au Brésil du Cyclo a pris contact avec la marine américaine des décennies plus tard pour discuter de la conception problématique du navire et des problèmes parmi l'équipage à l'époque. Il a affirmé que le chef du navire, le lieutenant-commandant Worley, était méprisé pour son attitude rigide malgré sa manière prudente de naviguer. L'officier a souligné le poids impressionnant de la cargaison et a noté que les cales au milieu des navires étaient les seuls endroits qui pouvaient supporter le poids.
Mais transporter une charge aussi grande que la dernière cargaison du Cyclops signifiait placer une partie de la cargaison dans la cale avant et arrière. Le stockage du manganèse à cet endroit a appuyé sur la faiblesse structurelle du Cyclops en mettant la coque sous pression, l'intégrité du navire étant compromise en raison d'un mauvais stockage. Il est probable que l'USS Cyclops ait été brisé en 2 morceaux et ait coulé rapidement. Le Carroll A. Deering, selon le capitaine de la garde côtière R.L. Gaskill, la goélette à 5 mâts a été prise dans des vents de 90 miles à l'heure signalés à l'époque et a trouvé leur navire échoué sur le banc de sable le plus extérieur des Diamond Shoals. Ils soupçonnaient que l'équipage avait pris une décision de vie ou de mort d'abandonner leur navire condamné et de tenter leur chance en prenant leur canot de sauvetage pour rejoindre la côte. L'absence de canot de sauvetage sur le bateau retrouvé corrobore cette théorie. Avec un trajet de 9 miles pour atteindre la Terre, Gaskill doute qu'ils auraient survécu au voyage dans des vents comme ceux-là. Dans des vents de cette vitesse, les vagues peuvent être très hautes et faire chavirer de petits navires. C'était une combinaison d'être au mauvais endroit au mauvais moment qui a condamné l'équipage du Carroll A. Deering. Le Cotopaxi. Les rumeurs concernant la garde côtière cubaine ayant repéré le Cotopaxi faisaient partie d'une tendance de fausses nouvelles, où les médias publiaient intentionnellement des canulars pour créer de l'intrigue et attirer un large public sur leur site web. Et l'inclusion du Cotopaxi par Steven Spielberg dans Rencontre du troisième type représente comment les créatifs se basaient sur les peurs, les intérêts et les théories circulant dans la culture populaire pour créer un sentiment de pertinence dans leur travail. Bien que cela puisse décevoir ceux qui veulent croire que des extraterrestres sont à l'œuvre dans le triangle des Bermudes, l'épave du SS Cotopaxi a récemment été identifiée dans les eaux au large de la Floride. À seulement 35 miles au large de Saint-Augustin, le Cotopaxi a coulé dans des eaux qui ne sont même pas considérées comme faisant partie du triangle des Bermudes. Sur une période 15 ans, les biologistes marins ont travaillé intensivement, prenant des mesures et comparant des plans pour partager leurs découvertes. En raison des nombreuses théories sur ce qui s'est passé, les scientifiques voulaient une preuve définitive que l'épave était le Cotopaxi avant de partager la nouvelle. Ils ont combiné leur découverte avec une poursuite judiciaire déposée par les proches de l'équipage du Cotopaxi. Le procès mentionne qu'un charpentier qui avait réparé les écoutilles du navire avait rencontré d'autres navires d'un design similaire avec des défauts structurels. Il a affirmé que lorsque l'eau se déversait sur le pont, elle s'infiltrait dans la cale et alourdissait le navire. Lorsque vous examinez ce défaut de conception à la lumière de la tempête tropicale que le Cotopaxi aurait supposément rencontré avant d'envoyer un signal de détresse, il est probable que le bateau a coulé à cause d'une mauvaise météo, d'un mauvais design et d'une mauvaise chance. Le Rubicon avec seulement un chien à bord avait l'explication la plus simple de tous les navires fantômes. Il est largement soupçonné que le navire a quitté le port sans personne à bord. La seconde moitié de l'article de presse cite les soupçons des autorités selon lesquels le Rubicon aurait pu se détacher de ses amarres au port et le navire sans équipage aurait dérivé en mer avec seulement le chien résident du navire à bord. Il n'y avait pas d'équipage à avoir disparu. Vol 19. La mission d'entraînement était sous la direction du lieutenant de marine Charles Carroll Taylor. Pendant la guerre, il avait accumulé plus de 2500 heures de volume, mais il s'était perdu à 2 reprises distinctes, ce qui avait nécessité son sauvetage en mer. Le jour des disparitions, Taylor est arrivé tard, demandant à ce qu'une autre personne dirige la mission d'entraînement. La demande a été refusée et a eu des conséquences terribles. La tragédie du vol 19 est attribuée à un certain nombre d'erreurs humaines qui ont toutes coïncidé. Tout d'abord, en tant que mission d'entraînement où le lieutenant Taylor a choisi de surveiller depuis l'arrière de l'escadron plutôt que de diriger, et des erreurs de débutants en navigation auraient pu égarer tout l'équipage. Même avec un équipage expérimenté, l'erreur humaine est inévitable. Lorsque le chef de mission n'avait volé dans cette région que quelques fois, leurs tentatives pour trouver leurs repères et confirmer leur position ont pris beaucoup plus de temps qu'elles n'auraient dû. En volume avec simplement quelques heures de carburant, des erreurs comme celle-ci peuvent avoir de graves conséquences. Quant à l'avion qui a disparu en tentant de retrouver le vol 19, le PBM Mariner était un engin de sauvetage spécialement conçu. Mais parmi ceux qui les pilotaient, ces avions avaient le surnom malheureux de réservoir de gaz volant, en raison des grandes quantités de carburant qu'ils transportaient à bord pour voler longtemps en patrouille. Avant de décoller, il était habituel pour les pilotes de confisquer les allumettes et les briquets de l'équipage, car ces avions étaient très inflammables à cause des vapeurs d'essence. On pense que le PBM Mariner a explosé 2 heures après son décollage. Un navire marchand de passage a aperçu une boule de feu et a trouvé des traces de nappes de pétrole dans l'eau à peu près au moment où il naviguait sur les eaux. Malheureusement, à cette époque, les explosions en volume n'étaient pas totalement inconnues.
Vol 441. Il aurait pu exploser, mais pourquoi aucune trace de l'avion n'a été trouvée? Alors qu'aujourd'hui les missions de recherche et de sauvetage ont réussi à trouver des débris en pleine mer, les humains seraient naïfs de considérer les missions de recherche de débris dans l'océan Atlantique comme autre chose qu'une recherche d'une aiguille dans une botte de foin. Les courants marins peuvent déplacer les objets dans de nombreuses directions. Les tempêtes peuvent soulever des vagues qui endommagent et coulent les radeaux de sauvetage. Et parfois, l'œil humain peut manquer le seul gilet de sauvetage flottant parmi une étendue de centaines de miles de mer intacte. Le Conseil d'aviation de la Marine a finalement conclu, je cite, Air 7V1 Buno 128 441 a rencontré une force soudaine et violente qui a rendu l'avion non navigable et était donc hors de portée de l'effort humain pour le contrôler. La force qui a rendu l'avion incontrôlable est inconnue. C'est tragique, mais certains accidents resteront à jamais des accidents. Avec des causes inconnues, des conclusions insatisfaisantes et une quantité insupportable de douleur pour les familles des disparus dont les derniers moments resteront perdus dans le mystère, la plupart des accidents mystérieux dans le triangle des Bermudes peuvent être attribués à une erreur humaine, à de mauvaises conditions météorologiques ou simplement à un accident en mer. Peut-être parce que si peu d'épaves ont été récupérées que les gens ont été si intrigués par les théories et les histoires. Mais l'océan Atlantique est très profond, avec une profondeur moyenne de 3646 mètres et atteignant 8376 mètres dans la fosse de Porto Rico. Des grottes verticales profondes parsemées dans le triangle des Bermudes peuvent créer des courants qui peuvent emporter les débris et rendre la récupération impossible. Si un navire coule, il restera probablement là où il a atterri, dans un endroit où ni la vie ni la lumière ne persistent trop longtemps. Peut-être que l'une des plus grandes questions de toutes est de savoir si les disparitions dans le triangle des Bermudes sont même plus élevées que dans d'autres parties du monde. Nous y arriverons. Mais comme l'accident de 2017 l'a prouvé, notre technologie s'est améliorée, et plus nous pouvons trouver de preuves aussi près que possible d'un accident, plus nos chances de découvrir ce qui s'est réellement passé sont grandes. Alors, que devons-nous craindre dans le triangle des Bermudes aujourd'hui? Il est sain d'avoir un certain niveau de peur en montant à bord d'un bateau, d'un avion ou dans une voiture. Les accidents arrivent, la technologie tombe en panne et les gens peuvent se blesser. Ni la garde côtière américaine, ni Lloyd's of London ne pensent qu'il y a plus d'incidents de perte ou de naufrage de navires dans le triangle des Bermudes qu'ailleurs. Sortir en bateau ou voler en avion comporte un danger inhérent, mais il n'y a pas de danger inhérent au triangle des Bermudes qui n'existe pas dans d'autres régions du monde. C'est une réalité tragique. Mais la nature de la mer et du ciel est telle que lorsque les humains s'y aventurent, nous sommes à la merci de Mère Nature. Mais la zone connue sous le nom de Triangle des Bermudes voit passer plus de bateaux et d'avions que de nombreuses autres régions du monde, étant donné sa position le long de routes maritimes très fréquentées et étant l'intersection de 4 continents. Là où il y a plus de bateaux et d'avions, il est naturel qu'il y ait plus d'accidents. Que ce soit dans le Triangle des Bermudes ou ailleurs, les avions et les bateaux voient en moyenne moins de personnes mourir que les voitures, ce que beaucoup de gens intègrent naturellement dans leur routine quotidienne. Le confort des humains face au danger provient de notre familiarité. Le triangle des Bermudes est une vaste étendue d'eau atteignant des profondeurs que nous ne pouvons atteindre et abritant des formes de vie que nous n'avons pas encore vues. Le mystère de l'inconnu donne à notre imagination la place pour inventer. Et bien que des explications logiques d'erreurs humaines et de météo soient à l'origine de nombreuses histoires du triangle des Bermudes, il y a eu des mystères sur des avions disparus partout dans le monde, même ces dernières années. Le SS Waratah était un navire à passagers destiné à voyager entre l'Australie et l'Europe. Avec 211 personnes à bord, ce bateau de 142 mètres a disparu en 1909 au large de l'Afrique du Sud et n'a toujours pas été retrouvé. La première femme pilote à traverser l'océan Atlantique, Amelia Earhart, était lors de sa deuxième tentative de faire le tour du monde en 1937, quand elle et son navigateur Fred Noonan ont disparu au-dessus de l'océan Pacifique. Des rumeurs circulèrent sur le fait qu'Earhart était un agent secret ou qu'elle avait fait un atterrissage forcé et avait commencé une nouvelle vie sur une île reculée. La disparition de la célébrité et pilote incroyablement doué montre que les accidents peuvent arriver à n'importe qui et que la tragédie en mer peut frapper dans les airs, pas seulement au-dessus du triangle des Bermudes. Le vol 571 de la force aérienne uruguayenne, connu sous le nom de Miracle des Andes, a vu un avion s'écraser en haute montagne dans les Andes. Mais à l'époque, personne n'a vu. 2 mois après l'arrêt des recherches, les survivants ont dû faire face à des températures glaciales et ont dû recourir au cannibalisme pour rester en vie. 16 survivants ont été miraculeusement sauvés.
Cet événement de 1972 a donné aux familles de ceux qui ont disparu pendant des années l'espoir que leurs proches auraient pu survivre à des accidents et leur a donné l'inspiration pour continuer à chercher longtemps après l'arrêt des recherches. Plus récemment, le vol 1370 de Malaysia Airlines, un avion de ligne commerciale avec 239 personnes à bord, est devenu l'une des disparitions d'avions les plus mystérieuses de l'histoire. Des documentaires ont été réalisés, des podcasts créés, et des livres ont été écrits sur ce qui est arrivé aux centaines de personnes qui ont disparu. Même à une époque où l'imagerie satellite et la détection radar sont sans précédent, il est encore impossible aujourd'hui de balayer la totalité de la surface de l'océan Indien, sans parler de ceux qui se trouvent sur son fond. Mais peut-être qu'un jour nous tomberons sur d'autres épaves pour révéler la vérité sur les fins mystérieuses de ces véhicules. Mais pour l'instant, le mystère du triangle des Bermudes a été quelque peu dissipé. Ni les extraterrestres, ni les trous de verre, ni les sirènes en quête de vengeance ne sont à blâmer. Plutôt, une coïncidence d'erreurs humaines, de conceptions défectueuses, de mauvais temps et d'accidents est le fil commun entre les bateaux et les avions qui ont rencontré des fins étranges dans cette région de l'océan Atlantique. Le triangle des Bermudes perdurera, de par son rôle dans la culture populaire, les films qu'il a inspirés et les histoires de fantômes racontées. Mais sa mystique fantastique a également détourné l'attention de la tragédie des personnes qui ont perdu leur vie. Aujourd'hui, les avancées en sécurité et en recherche et sauvetage rendent les accidents occasionnels si remarquables. Alors que le public connaît le triangle des Bermudes de fond en comble grâce à ses nombreuses histoires et pouvoirs mystiques, le Conseil américain des noms géographiques ne reconnaît pas le triangle des Bermudes comme un nom officiel et ne conserve pas de dossier officiel sur la zone. Il se peut qu'il ne perdure pas dans la science puisque les théories à son sujet ont été réfutées. Mais son rôle en tant que relique culturelle est indéniable et perdurera pour les générations à venir.